Merci Jean. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir réinvité, donc, puisque j'étais là en 2015. Alors je ne sais pas s'ils m'ont réinvité parce qu'ils ont oublié ce que je racontais à ce moment-là ou parce qu'ils s'en souviennent, je ne sais pas. Bon, c'est la question qui vaut celle de Trump, là. Alors, la journée a été déjà très riche. J'espère qu'il vous reste un peu de disponibilité. Je vais essayer de faire court. Il nous restera comme ça, j'espère, du temps pour des questions. Et puis, s'il n'y en a pas, eh ben, vous serez plus vite à l'apéro. Troisième recommandation. Ah, mais je pensais que ça allait vous mettre de bonne humeur. Donc. Alors, peut-être, j'y démarre. Voilà. Donc, je me propose aujourd'hui de partager avec vous une réflexion issue de ma pratique de psychothérapeute à propos de situations qui sont familières aux professionnels de la relation d'aide, c'est-à-dire les situations bloquées, prises dans l'impasse et la répétition, et le changement à propos de ces situations. Je me propose de partager ça avec vous. Une jeune femme que je voyais en thérapie et qui était piégée dans une relation d'emprise, comme attrapée dans une toile d'araignée, me disait qu'elle n'avait pu se défaire de son partenaire araignée que le jour où elle avait pu imaginer un scénario dans lequel elle l'avait quitté et elle allait mieux. Jusque-là, c'était impossible d'imaginer un scénario du mieux. C'est un exemple simple, hein, peut-être un peu trop simple, mais qui dit bien, qui illustre bien, qui avance bien ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si nous voulons accompagner les personnes qui sont en difficulté, qui viennent nous consulter pour qu'elles sortent de leurs impasses, peut-être devrions-nous les aider à ouvrir le champ des possibles, et que cela soit au futur ou que ce soit au passé. Et peut-être devrions-nous partir du principe qu'elles ne bougeront qu'en présence d'alternatives. J'ai souvent une métaphore en tête quand je travaille avec ces patients très bloqués. Parfois, je la partage avec eux d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces spectacles de cirque où il y a un trapéziste qui tient son trapèze et qui est accroché fortement à son trapèze et qui doit le lâcher pour aller attraper le trapèze qu'on lui balance comme ça de l'autre côté. Vous avez tous et toutes vu ça, j'imagine déjà. Moi, je compare souvent les personnes que j'accompagne et qui sont très coincées, très immobilisées, aux trapézistes accrochés à ce premier trapèze, un trapèze très familier, très sûr parce qu'on le tient, même s'il fait très souffrir. C'est quand même, on le connaît, celui-là, on le tient. Et le fait de se lâcher pour aller attraper le trapèze du possible, du futur, demande à affronter une incertitude, un temps d'incertitude et de déséquilibre, surtout que dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité dans ces cas-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes ne peuvent pas imaginer ce qu'il y a sur l'autre trapèze. Et c'est pour ça qu'elles ne bougent pas. Tant qu'elles restent coincées sur le premier trapèze, elles n'arrivent pas à imaginer ce qu'elles peuvent acquérir, ce qui va être différent à partir du moment où elles vont attraper le deuxième trapèze, parce que c'est comme ça que ça se produit. C'est quand on attrape le deuxième trapèze que les possibilités s'ouvrent. Okay. Donc, bien sûr, ça n'est pas facile. Hein, c'est-à-dire que aider une personne à lâcher le premier trapèze, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais je crois que vous le savez aussi bien que moi. Et donc, j'ai dû travailler pour les aider à lâcher ce premier trapèze. Et c'est dans cette préoccupation, et à travers ce constat-là et cette préoccupation de les aider à affronter cette zone d'incertitude, qu'au fil des années a pris forme pour moi un concept que j'ai appelé l'imagine-action. L'imagine-action, il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors, l'imagine-action, c'est un processus qui permet d'ouvrir un espace dans lequel la personne pourra expérimenter, ressentir, éprouver des alternatives à l'état dans lequel elle se sent piégée. J'insiste sur le fait d'expérimenter, je vais y revenir, hein, bien sûr. L'utilisation de l'imagination est devenue du coup pour moi un levier thérapeutique que j'utilise vraiment fréquemment parce qu'elle me semble permettre plusieurs choses. La première, c'est de laisser émerger des meilleurs futurs possibles qui vont fonctionner comme des attracteurs de changement.
La deuxième, c'est qu'elle permet, ces processus d'imagination permettent de reconfigurer la mémoire du passé, de sortir du sentiment de déterminisme et d'augmenter l'espoir de changement. Et enfin, et ce sera la dernière partie de mon exposé, l'imagination me semble en cohérence avec la manière dont en systémique on définit le changement. Mais comme le titre du congrès nous y invite, le monde dans tous ses états, crise, changement, je vais commencer par quelques réflexions sur le titre du congrès. Alors, je vais vous donner une belle image. Être dans tous ces états, je ne sais pas, vous connaissez l'expression comme moi, être dans tous ces états, c'est une expression qui dit qu'on ne va pas très bien. Une expression qui dit qu'on est dans un état de perturbation, un sentiment confus d'urgence, d'énervement, une sorte de préparation à la catastrophe quand même, c'est ça, hein, être dans tous ces états. Hein. Et si le monde est dans tous ces états en ce moment, est-ce qu'il est en changement ou est-ce qu'il est en crise? Alors, si c'est un changement, moi la question que je me pose, c'est quand les choses empirent, est-ce qu'on dit qu'il y a changement? Un systémicien dirait peut-être plutôt qu'il s'agit d'une amplification, d'une spirale d'amplification, ce qu'on appelle en systémique une spirale de rétroaction positive. Une rétroaction positive, c'est tout simplement le même qui ne change pas et qui devient pire, faute de régulation et de changement. Donc. Et parce que rien, en fait, ne peut rester en suspens. Soit les choses empirent, soit elles s'arrangent. Et donc, est-ce que ça, c'est la spirale du monde actuel? Peut-être, hein, parce que ce monde est saturé d'informations fausses, contradictoires. C'est un monde qui a abandonné la recherche de la vérité, et là, on a fait une grande perte quand on a laissé faire ça. Un monde qui attaque la science, un monde qui est morcelé, qui est un tueur d'espoir, qui diffuse un sentiment insidieux d'insécurité, un monde qui efface les limites, qui brouille les repères, qui effiloche l'autorité. Il y a une montée de l'anxiété, une dépression pandémique, une psychologisation à outrance, une perte de sens à l'école, au travail, une IA qui est un interlocuteur, semble-t-il, plus empathique que les humains. 30% des jeunes Américains considèrent que l'IA est plus bienveillante et empathique que leur entourage. C'est un monde où prolifèrent toutes sortes de pseudo-thérapies assises sur des pseudo-vérités. Et même si Gregory Bateson disait que c'était du bruit que sortiraient les informations nouvelles, je pense que nous pouvons quand même être inquiets. Alors si ce n'est pas un changement, est-ce que c'est une crise? Les crises, elles peuvent être explosives, lentes, insidieuses, spectaculaires, enfin, elles prêtent toutes sortes de formes. Elles sont effectivement le passage pour le changement, hein, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais au fond, ce qui peut nous éclairer, en tout cas en systémique et dans notre pratique, c'est la réponse à la crise. Et certaines réponses ne produisent que des régulations, des aménagements, qui n'empêcheront pas d'autres crises d'advenir, alors que nous espérions un vrai changement. Nous avons, autant au niveau individuel qu'au niveau général, d'importantes capacités à éroder les crises, à les calmer à coups de pseudo-solutions, créant alors ce qu'on appelle en systémique des changements 1, c'est-à-dire des changements qui ne changent rien. Les systémiciens connaissent bien ça. Et vous en avez sûrement fait l'expérience. Si vous avez eu un jour l'impulsion vraiment forte de changer votre ameublement ou de changer de coiffure et que vous avez constaté après coup que ça ne changerait strictement rien à ce qui ne faisait que vous n'alliez pas bien. Vous connaissez tous ça, je pense. On a fait tous ça. Seuls les changements de type 2, mais c'est plus grave évidemment quand on reçoit des couples qui ont crise après crise, ont fabriqué des changements 1 en faisant des petits aménagements comme ça. Et on sait bien, encore une fois, qu'il s'agit toujours de spirale et jamais de linéarité, et que chaque crise devient plus grave et plus importante que la précédente. Hein. Alors, seuls les changements de type 2, hein, donc, c'est-à-dire ceux qui produisent une réorganisation des interactions, devraient être considérés. Je crois que j'ai oublié de passer... Oui. Je vais vous passer quand même, voilà, quand même, je vais vous passer quand même ma petite diapo sur la crise. Hein. Voilà. Donc, seuls les changements de type 2 sont ceux qui produisent de vrais changements. Et l'indicateur de ces changements qui empêchent la répétition, c'est qu'ils produisent des organisations relationnelles nouvelles. Parce que tout changement est un changement de relation, de toute façon.
Alors, moi, je dirais plutôt que le monde est en crise, et hélas, dans une crise qui perdure, qui dure, et qui ne se transforme pas en changement, pour le moment en tout cas. Du coup, si on ne veut pas subir de crise récurrente, comme ça, ou cette crise qui perdure sans jamais rien modifier, si on ne veut pas tomber dans le marasme du désespoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer du changement ? Pour changer, est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris par la théorie ou par la pratique, même si bien entendu, nous savons toutes et tous que comprendre et savoir ne suffit jamais. Et puis au fond, est-ce que nous sommes capables de faire quelque chose avec ce que l'on sait ? Je vais vous lire la citation, parce qu'elle n'est pas entière là, et je pense que c'est bien de l'avoir en entière, vous n'en avez que la fin. La citation dit ceci. « Nous tenons la catastrophe comme impossible, dans le même temps où les données dont nous disposons nous la font tenir comme vraisemblable, et même certaine, quasi certaine. Ce n'est pas l'incertitude scientifique ou non qui est l'obstacle, c'est l'impossibilité de croire que le pire va arriver. » Jean-Pierre Dupuy pour un catastrophisme éclairé. Je pense que ces catastrophes annoncées que nous voyons arriver les bras croisés, illusoirement soutenues par la croyance magique qui nous dit que puisque nous les voyons arriver, quelqu'un ou quelque chose va bien faire quelque chose pour y parer, nous empêche d'intervenir, évidemment. C'était là, au passage, c'était l'annonce officielle de Bush Junior qui disait que oui, tout va mal, l'écologie, le monde, mais c'est pas grave, les scientifiques ou Dieu vont bien faire quelque chose. On voit où ça nous a menés. Ok ? Les personnes qui viennent nous consulter sont dans ces états de crise, de ces crises permanentes ou de changement, et elles viennent nous consulter parce qu'elles n'arrivent plus à trouver les ressources pour. Et du coup, moi, vraiment, je compare. Je me dis, ce discours du catastrophisme non éclairé, celui qui n'a pas compris au fond ce processus, ressemble au discours de la plainte, 1000 fois entendu par les professionnels de la relation d'aide. Les personnes que nous accompagnons émaillent leur récit de sentiments de fatalité, perte d'espoir, constat de la fermeture des possibles, sentiment d'impuissance, toutes les anticipations négatives qui les accablent et elles ajoutent leur incapacité à y parer. En illustrant très bien la citation de Walter Benjamin qui dit « La catastrophe, c'est quand les choses suivent leur cours. » Maintenant que j'ai bien diminué votre enthousiasme, diminuer votre espoir, je vais essayer de remonter un peu. Pardon, je suis désolée, je parle avec les mains, donc j'oublie toujours le micro, donc il ne faut pas hésiter si je... Donc je disais donc que j'avais un peu plombé l'ambiance, là j'imagine, et puis que je vais essayer de remonter un peu le niveau d'espoir. Là. Donc que faire ? Je reprends ma question. Que faire pour créer du changement dans la relation d'aide ? Les processus explicatifs qu'on connaît, que nos patients aussi utilisent, sont des processus qui réservent peu de surprises et qui, même s'ils ont une valeur en soi, restent très interprétatifs et n'activent que peu de changements. Tout comme l'annonce des catastrophes d'ailleurs à venir, et leur explication ne déclenche aucune parade sérieuse. Je reprends ma question. Que faire alors pour créer du changement ? Qu'est-ce qu'on dit du changement systémique ? En systémique, si vous connaissez un peu de systémique, il y a une règle, une loi que tout le monde connaît, c'est que dans les systèmes complexes, donc en systémique, les changements sont imprévisibles et non programmables. Belle leçon d'humilité pour les professionnels de la relation d'aide. Oui. Puis vous avez sûrement remarqué quelque chose aussi, c'est que le mot changement... Ah non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hop, hop, voilà. Vous avez sûrement remarqué quelque chose aussi à propos du mot changement. On dit un changement ou le changement. Et quand on dit un changement, on parle d'un état, quelque chose qu'on constate. Et quand on dit le changement, très souvent on parle d'un processus. C'est comme s'il y avait une sorte d'assimilation, de confusion même entre état et processus. C'est très surprenant et en même temps intéressant que ce mot-là décrive deux choses aussi différentes qu'un état et un processus. Et on les emploie comme ça sans souvent se distinguer ces deux références-là.
Mais pour moi, ce n'est pas vraiment surprenant et ça me paraît tout à fait en cohérence avec le fait que les systèmes complexes ne sont pas programmables, ne sont pas prévisibles dans leur évolution et que les changements à l'intérieur de ces systèmes sont invisibles. Trop de variables et d'informations non exhaustivement accessibles. Et du coup, quand on constate un changement, on arrive rarement à l'expliquer ou alors on en donne une explication très réductrice. Et là, je m'appuie sur ce que M. Friedin a dit ce matin sur les théories du chaos, où effectivement, on n'arrive pas à reconstituer d'un état présent l'état de départ parce qu'il y a trop de variables fines. Exemple, je vais vous donner des exemples dans 2 champs différents. Le champ de la cuisine, par exemple, tout simplement. Moi, j'avais une grand-mère qui cuisinait très bien. Et quand je la regardais faire ses recettes et que je voulais apprendre à faire, et que je lui disais, mais combien tu mets de sel là? Et puis combien de farine tu mets dedans? Et puis combien? Et elle, vous savez ce qu'elle me répondait? Elle me répondait, tu vois. Elle me répondait chaque fois, tu vois. Et moi, ça m'agaçait beaucoup, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je comprenne que ma grand-mère est une vraie théoricienne du chaos. C'est-à-dire... Parce que franchement, je ne sais pas comment on compte les grains de sel dans une recette, comment on compte le nombre de fois où on tourne la cuillère dans la marmite, si la tomate qu'on a mise, je suis italienne, non, je parle tomate, si la tomate qu'on a mise est bien conforme à celle qu'on avait mise la fois précédente, et vous savez que quand vous faites une recette toujours la même, elle n'a jamais le même goût. Okay, ça, c'est du chaos. Okay, et c'est comme ça. C'est ça qui est intéressant. Un autre exemple dans le champ de la thérapie, là, un patient qui me disait je ne sais pas pourquoi, mais je ne me mets plus en colère avec mes enfants. Okay, on avait travaillé avant quand même, mais bon. Non, je ne veux pas non plus faire comme si ça se produisait comme ça. Donc on avait travaillé, mais c'est toujours intéressant. Je ne sais pas pourquoi, je ne me mets plus en colère auprès de mes enfants. Et quand je dis, mais qu'est-ce qui vous a aidé? La réponse, très souvent, et je suppose que vous l'avez entendu aussi, c'est vous. Et c'est une mauvaise réponse, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est juste que les processus de changement ne sont pas visibles. Et donc il faut bien les attribuer à quelque chose, donc c'est vous. Réponse que je ne prends jamais, bien sûr. Du coup, j'insiste et je vais nuancer la question. Je ne dis plus maintenant comment on crée du changement, mais comment on active les processus du changement. La première condition pour moi, c'est que les personnes qu'on accompagne deviennent actrices. Alors là, je vais vous mettre une citation qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Elle est tirée de La chasse au snark de Lewis Carroll. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Lewis Carroll. C'est une épopée délirante d'un équipage qui part à la recherche d'un animal que personne n'a jamais vu, qui s'appelle le snark. C'est un peu moins délirant que ce qu'on croit, parce que chez Lewis Carroll, ça n'est jamais complètement délirant, évidemment. Et donc, dans ce poème, il y a une phrase qui dit ceci. La carte qu'ils avaient achetée pour naviguer n'avait aucune indication de terre. Et son équipage fut très content quand il découvrit que c'était une carte et qu'ils pouvaient tous comprendre. Pas facile de tirer quelque chose de ça immédiatement, puis moi, ça m'a quand même beaucoup parlé. Je me suis dit, au fond, quelle est la réaction de l'équipage quand ils découvrent que leur capitaine n'est pas plus expert qu'eux? Peut-être qu'ils dépriment au début, ou qu'ils s'affolent, c'est possible. Mais c'est un peu comme quand la personne dit au thérapeute « qu'est-ce que je dois faire ?» et que le thérapeute dit « moi, j'en sais rien ». Alors, peut-être qu'elle va déprimer, s'affoler un peu ou changer de thérapeute. Mais bon, là, ils ne pouvaient pas changer de capitaine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est? Finalement, ils se sont retrouvés avec un capitaine qui ne pouvait plus être capitaine, une carte qui n'indiquait pas de terre, donc il n'avait plus de direction dans tous les sens du terme. J'allais dire, il n'avait ni direction ni directeur, j'allais dire, ce qui est très intéressant. Mais je pense qu'à partir de là, avec une carte vierge de toute carte, ils vont devenir acteurs. Ils vont devenir acteurs et ils vont inventer leur propre chemin là-dedans. Et va commencer une aventure sans capitaine. Et je me dis, un vrai voyage, c'est ça sans doute. C'est un voyage qui réserve des surprises. Je crois vraiment que les personnes que nous accompagnons vont mieux quand nous n'essayons pas de les amener là où nous pensons qu'elles doivent aller, mais qu'elles trouvent elles-mêmes, avec notre soutien, le chemin de leur amélioration.
Quand on intervient auprès de personnes en difficulté, autant avoir une carte sur laquelle les objectifs terre ne sont pas dessinés. Et ne sont pas dessinés à l'avance, surtout si l'on veut que les personnes accompagnées deviennent actrices et reprennent leur pouvoir d'agir. Le voyage doit se dérouler sans que nous, intervenants, ayons déjà dessiné la terre sur laquelle les personnes doivent arriver. C'est une façon de tenir compte aussi du fait que dans les systèmes complexes, les changements sont imprévisibles. Il ne peut donc pas y avoir d'expert final du changement. Comme intervenant, donc, je recommande que nous ayons des cartes sans terre. Et maintenant que je pense avoir posé quelques pierres pour traverser la rivière là, et faire un gué, je reviens à la pratique, à un champ que j'ai un peu de pouvoir d'agir, il me semble. Plus j'avance et plus je vieillis, hélas ça va ensemble, et plus je deviens et continue d'être systémicienne, c'est-à-dire fidèle à l'idée que les changements ne sont pas programmables stratégiquement et que je ne suis pas l'experte de leur état final et de la définition de leur terre d'arrivée. Ça, c'est une vieille histoire pour moi, ça fait longtemps que je pense comme ça. Ce qui est plus nouveau, c'est que plus j'avance et je travaille, donc, et plus je constate que j'utilise très fréquemment dans mes séances l'expression « imaginez que ». Je regarde si je n'ai pas oublié des diapos, non, c'est bon. L'expression « imaginez que », j'utilise de plus en plus fréquemment dans mes séances. Plus j'avance, plus je parle du futur. Je parle des autres mondes possibles, des alternatives à la mémoire figée du passé, c'est-à-dire de nos ressources imaginaires, ressources autres que celles de l'entendement, de la raison résonante. Mais à quel imaginaire je fais référence? Bon, j'ai loupé une diapo, désolée, c'était celle-là, et voilà. À quel imaginaire je fais référence? À celui-là. C'est retour à la diapo que je vous ai donnée au début. C'est dans ces systèmes bloqués et immobilisés, puisque c'est bien ainsi, dans cet état d'immobilisation, que nous arrivent les personnes qui demandent de l'aide. Si je fais l'inventaire de ce qui m'a semblé aider les personnes en thérapie à sortir de l'enlisement, je constate que ce sont les expériences d'imagination. Ce qui veut dire expérimenter virtuellement le fait de voir, sentir, vivre des alternatives éloignées et distinctes de l'état dans lequel on se trouve piégé. Mon seul travail comme thérapeute, c'est de les accompagner là-dedans. Oh, ce n'est pas un mince travail quand même. Donc en pratique, aussi, l'imagination, elle peut se conjuguer au futur. Au futur, c'est par exemple la question miracle de l'approche centrée solution. C'est-à-dire l'expérience de se voir aller mieux de manière non prévisible, surprenante. À quoi ça ressemble ? La question miracle de l'approche centrée solution, je l'énonce, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, donc je l'énonce peut-être. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est un processus qu'on lance, qu'on amène pour que la personne voyage dans le futur. C'est un processus, plus qu'une question. Cette question, elle dit quelque chose comme ça. Elle dit, imaginez que après ce moment passé ensemble, vous allez repartir chez vous, faire les choses qui sont prévues, imprévues, etc. et filer jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Et vous dormez. Quelle que soit la manière dont vous vous endormez, quel que soit votre temps de sommeil, vous dormez à un moment ou à un autre. Et pendant que vous dormez, se produit un miracle. Un miracle qui fait que les difficultés qui vous ont amené aujourd'hui disparaissent comme ça. Vous dormez, donc vous ne savez pas qu'un miracle a eu lieu et vous ne savez surtout pas comment ça s'est passé. Vous vous réveillez demain matin chez vous. Qu'est-ce qui est différent? Quelle est la première chose qui vous fait savoir que quelque chose a changé? Ça, c'est facile. L'énoncer comme ça, c'est facile. Ce qui devient un peu plus compliqué pour les thérapeutes et les intervenants, c'est d'accompagner la personne à faire ce voyage, c'est-à-dire à aller de plus en plus loin dans ce paysage où il n'y a plus le problème. Okay ? Et ça va marcher à condition que le thérapeute, l'intervenant, amène la personne à vivre une expérience virtuelle, susceptible de s'inscrire dans la mémoire comme une mémoire du futur, comme un souvenir épisodique du futur. Il ne s'agit pas seulement de se voir au futur, mais il s'agit de problèmes ayant disparu, bien sûr, mais de ressentir émotionnellement, affectivement, corporellement, ce que c'est que l'expérience d'être dans le changement. Donc c'est là que le travail est difficile, bien sûr, puisqu'il faut accompagner ces personnes très loin
dans cette expérience-là imaginaire, virtuelle. Quand on travaille comme ça, donc on crée un souvenir épisodique du futur. Bon, je reviendrai sur cette diapo après. Je veux juste, doubler. On a la même image, on a les mêmes, c'est bien, on a les mêmes références. J'étais très contente parce que je me suis dit, il m'a préparé le terrain, fantastique ce matin. Donc l'expérience de ce meilleur futur possible va fonctionner comme une sorte d'attracteur du changement, comme dans les théories du chaos. C'est très différent d'un processus de changement par objectif. C'est complètement différent. Un processus de changement par objectif fonctionne de façon raisonnable et fonctionne avec l'analyse du problème et l'analyse des étapes nécessaires pour arriver à le surmonter. Ça, c'est un processus par objectif. Ça marche très bien avec les problèmes simples, ça ne marche pas du tout avec les problèmes complexes. Et là, dans l'humain, on a affaire aux problèmes complexes. Dans la cuisine aussi, mais dans l'humain, c'est pas. En approche centrée solution, avec cette question miracle, par exemple, on crée une mémoire de futur. Et l'intérêt, je reviens un peu en arrière, de cette mémoire du futur, c'est qu'elle va augmenter l'espoir de changement. Elle ne va pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est pas du tout fabriquer un programme que la personne va suivre après. C'est pas du tout ça. C'est simplement le fait d'avoir fait cette expérience-là va augmenter l'espoir de changement. Il va ouvrir un chemin, comme une trace, si vous voulez, dans la mémoire. Je reviens. Ok. Ce qui est important là-dedans, c'est la mise en mouvement. Surtout si on part de l'idée que les personnes qui viennent nous voir sont bloquées. J'ai encore du temps. L'idée sous-jacente à tout ça, c'est que le cerveau va inscrire dans la mémoire un souvenir du futur comme il inscrit un souvenir épisodique du passé. Parce qu'il ne fait pas la différence, le cerveau, à ce moment-là, émotionnellement et affectivement, entre une expérience réelle et une expérience imaginée, si l'expérience imaginée est poussée jusque dans sa dimension corporelle et émotionnelle. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. Les effets, les effets de ce type d'expérience, c'est la réouverture des possibles, l'augmentation de l'espoir de changement et la remise en mouvement. Il y a aussi, puisqu'on parle de futur, une autre question qui est la question anti-miracle. Alors moi, je ne l'utilise pas très souvent parce qu'elle fonctionne dans des situations qui sont extrêmement bloquées, celle-là, où elle va bien pour ces situations-là. La question miracle, c'est le fait que vous décriviez à une personne la détérioration qui va s'en suivre petit à petit si elle ne bouge pas. Okay ? C'est assez puissant. En général, comme question, un peu acrobatique, il faut bien dire, il faut un peu mesurer avec qui on est. Mais c'est très intéressant parce que moi, j'ai vu bouger comme ça des gens qui étaient complètement bloqués. Okay ? Et ça repose sur l'idée, évidemment, que dans le vivant, rien ne reste en suspens, tout avance, tout dégénère ou tout s'arrange. Il n'y a pas de suspens, ce n'est pas possible. Okay ? Alors, l'imagine-action, elle peut aussi se conjuguer au passé. Alors l'imagine-action au passé, ça c'est peut-être un peu plus surprenant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la transformation des souvenirs traumatiques de l'enfance, des états de mémoire bloqués de l'enfance, des croyances nées dans les liens d'attachement dysfonctionnels. C'est là que ça agit, si vous voulez. Transformer un souvenir épisodique, donc souvenir épisodique, c'est un souvenir du passé, de manière inattendue. Alors, quand je dis souvenir épisodique, souvenez-vous. Pensez bien qu'un souvenir, ce n'est pas un fait. Un souvenir, c'est la mémoire d'un fait. Ce n'est pas la même chose. Okay. Donc, transformer un souvenir épisodique de manière inattendue et surprenante en revivant un événement ou en se connectant à une partie de soi blessée, en faisant intervenir soit des parties de soi adultes qui vont s'occuper de cette partie de soi blessée, ou des personnages imaginaires qui vont modifier le souvenir. C'est une expérience, ça, étonnante et très libératrice. Ce type de technique-là, au passé, moi je l'utilise quand je travaille avec des techniques IFS, Internal Family System, vous savez ? Non, dites-moi, je sais pas. Vous me poserez la question aussi. Internal Family System, l'utilise en hypnose, dans un certain type d'hypnose, en régression en âge, etc., certains types d'hypnose, et avec des mouvements oculaires aussi, où j'utilise aussi ces techniques-là de modification de la mémoire du passé. Voilà, donc le principe,
au passé comme un futur, c'est d'introduire des éléments imaginaires pour transformer le souvenir ici, hein, c'est-à-dire le lien émotionnel à l'événement. Qu'est-ce que ça fait ? Mais non, je fais le... Excusez-moi, je me suis trompée de bouton. C'est pas grave, on va y arriver. Non, c'est pas encore ça. Non. Oh non, désolé. Là, je reviens en arrière. Hein. Je fais n'importe quoi là. J'ai avancé parce qu'il y a 2 boutons qu'il faut avancer en fait. D'accord, c'est pas grave. Quel est l'effet de ce travail au passé ? Eh bien, ah oui, j'étais sur la bonne diapo, c'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. L'effet, non, c'est rien, c'est un peu de stress quand même. Bon. Okay. L'effet, c'est transformer la charge émotionnelle, évidemment, sortir des modèles de représentation généralisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les croyances bloquantes. Vous savez, toutes ces croyances qui ont la peau dure, hein, où les gens disent « je ne mérite pas, on ne peut pas m'aimer, je serai toujours nul », etc. Ce sont des croyances bloquantes qui sont extrêmement difficiles à faire bouger parce qu'elles résistent à l'expérience. Hein. Ce sont des blocs émotionnels, en fait, pas du tout rationnels, et donc on ne peut pas les attaquer rationnellement, ça ne marche pas. Une personne qui pense qu'elle ne peut pas être aimée, elle peut avoir 10 000 démonstrations autour d'elle qu'on l'aime, ça ne marchera pas, ça ne changera pas sa croyance. Parce que c'est de l'émotion, ce n'est pas du rationnel. Et donc, il faut aller travailler émotionnellement là-dessus et pas du tout expliquer aux gens que, mais bien sûr, vous voyez bien que quand même, c'est pas vrai, etc. Ça marche pas. OK ? Donc, sortir de ces croyances bloquantes et libérer les états émotionnels qui sont bloqués parce que dans le trauma, les états émotionnels sont bloqués. L'énergie émotionnelle est bloquée. Et donc, ça la libère. Alors, quel est l'indicateur que ça marche ? L'indicateur que ça marche, c'est la surprise. La surprise, c'est l'indicateur que l'expérience est bien en cours, c'est-à-dire que vous êtes bien en train d'aider les gens à faire une expérience d'imagination. C'est l'indicateur qu'elle va s'inscrire comme une mémoire du futur ou comme une modification d'un souvenir du passé. La surprise, ce n'est pas une émotion. Hein. Et vous savez bien, on dit une surprise, elle peut être bonne ou mauvaise. Ce n'est pas une émotion, la surprise, c'est une suspension. C'est une suspension dans le continuum des états de choses. La surprise, elle interrompt une séquence pour en inaugurer une autre, une alternative. Et elle est essentielle pour le changement parce qu'elle ouvre des informations à des informations nouvelles. Et bien entendu, quand il y a surprise, l'intervenant, il est aussi surpris. Et donc, il n'est pas du tout en position d'expert dans ce type d'expérience. Cet imaginaire, toutefois, doit comporter une variable importante pour mettre en mouvement. Cette variable importante, c'est le possible. Il doit y avoir une variable de crédibilité, hein, de possible, d'où l'énoncé de la question miracle, vous vous réveillez demain matin chez vous, pas sur Mars, sur la Lune, ou après être devenu riche pendant la nuit alors qu'on n'a pas joué au jeu juste avant. Hein. C'est pas ça. Donc c'est demain matin chez vous. Donc ce cadre du possible est extrêmement important. Et c'est pour ça que moi j'utilise l'expression meilleur futur possible et non pas meilleur futur souhaité, désiré, voulu aussi, qui me semblent des champs sémantiques qui ne rendent pas du tout compte de cette idée du possible. Hein. Intéressant en soi, mais ça ne rend pas compte de ça. Il ne s'agit pas non plus de fantaisie, hein, de rêverie, de souhait ou de shifting. Le possible, c'est vraiment le cadre nécessaire pour déclencher le mouvement. Shifting, c'est bon ? Non ? Oui. Shifting, c'est, je dis comme ça. Le shifting, c'est quelque chose qui s'est développé pendant le Covid, essentiellement au niveau des adolescents. C'est une pratique qui consiste à s'évader de la réalité en se racontant des histoires imaginaires dans lesquelles on joue, si vous voulez, imaginaires. Et d'ailleurs, les histoires les plus répandues chez les adolescents à ce moment-là, et qui continuent d'ailleurs, c'était des histoires autour d'Harry Potter. C'est-à-dire les ados se racontaient. C'est intéressant, des histoires d'Harry Potter, pour échapper à la réalité. Et là, vous voyez, il n'y a pas de variable de possible ou de crédibilité. Il s'agit vraiment d'un processus d'évitement, de confrontation à la réalité. C'est pas bien ou pas bien, c'est pas ça, mais c'est juste différent. Hein. Donc le possible, c'est le cadre nécessaire hein, pour qu'il y ait une mise en mouvement.
Ok, je viens à ma dernière partie sur systémique et on va y aller après. Moi, je viens à ma dernière partie sur systémique et Imagination. Hein. Je repars du constat que dans les systèmes complexes, les changements sont imprévisibles et non programmables. Et que le changement dans ces systèmes-là, il n'obéit pas à la raison raisonnante, etc. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe avec des personnes qui sont déprimées et dont l'entourage s'efforce à coup de raisonnement, de soutien, de les faire bouger. Hein. Ça ne marche pas, hein, évidemment. Ça ne marche pas. Notre seule possibilité, du coup, c'est d'activer le mouvement, de laisser le système puiser dans ses propres réserves les perspectives de changement, de laisser les expériences d'imagination le tirer vers un futur possible pour le mettre en mouvement ou le remettre en mouvement. Et le futur imaginé, il va fonctionner alors comme un attracteur. Quant à l'imagination au passé, elle a un intérêt qui me semble très, très intéressant et systémique, c'est qu'elle nous sort du sentiment de déterminisme. Et il n'y a rien de plus systémique que ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez en tête aussi une des caractéristiques des systèmes complexes qu'on appelle l'équifinalité. L'équifinalité, c'est le fait qu'on ne peut pas remonter de l'état présent d'un système à ses conditions initiales. Donc le sentiment de déterminisme en systémique ne marche pas. Alors, comment on intervient dans ces systèmes complexes ? Eh bien, écoutez, la première chose, c'est la carte sans terre, c'est-à-dire, puisqu'on va travailler avec l'imagination, le fait d'avoir une position non experte, c'est-à-dire de ne pas, si vous voulez, savoir à l'avance là où les personnes doivent atterrir. Et il me semble que dans la posture qu'on utilise, par exemple, en approche centrée solution, c'est qu'il y a une posture de non-savoir, une posture de non-expertise, qui est très difficile en pratique, hein, puisqu'on a tous des expériences, des formations et des idées toutes prêtes pour savoir ce que les gens devraient faire pour aller mieux. Hein. On se bat contre ça quand même, hein, la plupart du temps, mais ça ne marche pas d'ailleurs. Hein. Ça ne marche pas, sinon on serait remplacé par des robots, je crois, et puis ça pourrait arriver quand même. Et donc cette posture-là, elle est très compatible avec la systémique, puisque si on utilise des ressources imaginaires, il est impossible à l'intervenant, au thérapeute, d'anticiper les réponses de la personne. Et en outre, elle est complètement fidèle à l'esprit systémique, puisque l'intervenant ne peut pas être l'expert d'un changement qu'il ne peut pas prévoir. Donc ça nous protège beaucoup. Hein, Ok, donc... Imagination, attracteur de changement, remise en mouvement vers le possible, sortie du déterminisme. Moi, ça me semble être un peu les deux ingrédients principaux de la recette de comment activer les processus de changement. J'arrive à ma conclusion, ce qui fait qu'on va avoir le temps des questions et de l'apéro. Je voulais juste faire un parallèle avec ce qui a été un lien rapide, hein, avec ce qui a été un des appuis de mon inspiration, c'est la science-fiction, qui est une inépuisable source pour moi de révélation et un exercice fascinant d'anticipation. Alors, je vous propose quelques citations. Celle-là. On ne peut pas créer un changement si on ne peut pas le représenter. C'est un de vos compatriotes, hein, Vincent Gerbert. Son livre est très intéressant, au niveau politique d'ailleurs aussi. Hein. Et donc moi, je rajouterai quand même, ou je corrigerai, si on ne peut pas y goûter et le sentir virtuellement, ce changement. Okay. Autre citation, Alain Damasio, et pas Antonio, hein, Alain, l'auteur de science-fiction. Donc, pour sortir du problème, nous devons puiser dans ce qu'Alain Damasio appelle la zone du dehors. Rappelez-vous Václavic, hein, avec les 9 points. Pour ceux qui ont fait une formation systémique, vous n'avez pas pu échapper aux 9 points. Donc, il y a 9 points. C'est comment tracer un trait entre ces 9 points sans lever le crayon. En général, je ne vous dis pas la solution pour ceux qui n'en ont pas fait. Mais bon, donc... il faut sortir dehors quand même, je vous le dis un peu. Sinon, on ne peut pas résoudre le problème. C'est vraiment en écho avec cette citation de Václavic. Et enfin, encore une autre citation, puis il y en aura encore une autre. Évoluer dans l'imagination accroît de façon vertigineuse les possibilités du changement sur la forme et sur le fond. Là, j'ai piqué un bout à Vincent Gerbert, puis j'ai mis aussi des choses en moi, mais j'aurais dû mettre des... Oui, vous avez vu, là. Voilà. Hein, merci. Des guillemets. OK ? Bien. Je finis sur une dernière citation.
c'est ma préférée. Celle-là, je pense que Philippe Cadic aurait pu l'écrire, mais c'est pas Philippe Cadic, c'est Vincent Gerbert aussi. Je pense que les personnes que nous recevons se sentent dans des mondes hermétiquement clos, et que donc on doit trouver des ouvre-boîtes pour ces mondes-là. Ok ? Voilà. Pour finir, je voulais juste rajouter que ouvrir un peu la question, puisqu'on est sur le monde et l'état du monde, je me disais que certaines révolutions politiques sont opaques. Elles contestent l'état actuel du système sans ouvrir à un imaginaire du futur, comme la plainte d'ailleurs le fait. Moi, je pense par exemple à ce qui s'est passé en Grèce avec la crise grecque. Du coup, ces révolutions, ça les rend stériles et ça les fait s'éteindre dans le désespoir. Je pense qu'il en est des personnes que nous accompagnons, comme de la plupart de nos responsables politiques, et je le mets entre guillemets, responsables politiques, parce que c'est un peu ironique, et je pique cette expression à Isabelle Stengers. Ces personnes et ces responsables politiques souffrent du manque d'une vision des meilleurs mondes imaginaires possibles. Et donc, moi, je me semble que ce à quoi nous devons travailler, aussi bien politiquement qu'en thérapie, que dans les interventions psychosociales, c'est à utiliser au maximum ces techniques d'imagination. Voilà. Merci à vous. Vous avez été beaucoup trop vite. Vous avez été beaucoup trop vite. Il faut encore que vous parliez pendant une demi-heure. Ben oui, sinon on n'est pas dans les temps. Vous êtes. Je parle de Trump. Pas quoi. Vous avez 14 minutes d'avance. J'essayais d'éviter la question, mais. Donc. Faudra combler, Jean. C'est toi qui combles. Oui, bon, non. Non, mais je pensais que c'était la fin de la journée. Vous avez posé des questions pendant 29 minutes. Puisque nous attendons une chanteuse et l'alcool à 17h. Donc, pas avant. Donc, puisque Madame Danini a fait preuve de fainéantise, à vous de travailler. Elle produit donc dans la salle une crise et un changement, à vous de réagir, et a fait preuve donc de mémoire du futur. Allez-y. Et merci de poser des questions, parce que c'est... 100 balles. Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur l'anti-miracle. Ok. Est-ce que vous voulez un exemple ? Peut-être c'est le mieux. Alors, la dernière fois que je l'ai utilisé, il n'y a pas si longtemps, quelques mois, là, je l'utilise pas souvent quand même, c'est une question qui est forte, intense. C'était avec une personne qui était extrêmement déprimée, dans un état vraiment limite, et qui était amenée par son mari, qui était complètement désespéré. Donc, je les ai reçus tous les deux, parce qu'il m'avait demandé autrement, elle ne bougeait pas, c'est-à-dire il l'a vraiment traînée chez moi, et cette femme était en danger. À mon avis, psychique, entre autres, mais pas seulement, parce que c'était une personne qui avait eu peur pendant le Covid. Elle était assistante dentaire et elle a continué à travailler alors que le Covid était déjà circulé pas mal, et donc elle a eu très très peur. Elle était terrorisée pendant qu'elle travaillait, et quand elle s'est arrêtée, qu'il y a eu le confinement, ça a été un tel soulagement qu'elle n'a pas pu bouger. Elle n'a pas pu bouger de là, c'est-à-dire elle s'est enfermée chez elle et elle ne pouvait plus sortir. Et moi, ce que me racontait son mari, c'est qu'ils étaient dans une crise très forte et qu'il allait la quitter parce que c'était invivable. C'est-à-dire, la seule chose qu'elle faisait, c'était aller au supermarché qui était juste en face, et elle revenait, elle ne bougeait plus, ne voulait plus sortir, ne voulait plus voir personne, etc. Donc c'était un état vraiment... Et elle n'était pas du tout preneuse d'un travail de thérapie, elle n'était pas du tout preneuse. Et donc, je lui ai raconté ce qui allait lui arriver. C'est-à-dire, je lui ai raconté de façon un peu hypnotique, comme ça, comment son espace allait petit à petit se rétrécir. Parce que je pense qu'elle se raccrochait à des choses qui n'allaient pas tenir, parce que moi, je suis persuadée que rien ne reste en suspens. Et que donc, ça ne pouvait que s'aggraver ou s'arranger. Et donc, je lui ai raconté ce qui allait arriver en lui disant, eh bien, votre espace maintenant va jusqu'au supermarché, dans quelques temps, vous ne pourrez plus traverser la rue. Dans quelque temps, vous ne pourrez plus sortir de la maison.
Dans quelque temps, voilà, je vous le raconte, là je résume, hein. Dans quelque temps, vous ne pourrez plus sortir de votre canapé. Dans quelque temps, vous ne pourrez plus faire le ménage. Dans quelque temps, vous ne pourrez plus sortir de votre lit comme ça. Et donc, je l'ai amené le plus loin possible. Et puis, je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous venez me voir, mais c'est vous qui m'appelez, soit les choses vont se passer comme ça. Ça, c'est l'anti-miracle, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai vraiment poussé le récit de à quoi ça va ressembler si rien ne bouge, quoi. C'est une espèce de détérioration progressive, là. Voilà. Et elle m'a téléphoné 2 jours après. Mais je n'ai pas pu aider beaucoup, hein. Elle était vraiment dans un état de détérioration où il a fallu après une hospitalisation. Mais bon, elle avait bougé quand même, c'était bien. Voilà, mais je peux le faire de façon plus légère dans d'autres situations, hein. Donc l'anti-miracle, c'est promettre l'horreur pour bouger. Oui. Ah. C'est partir aider les gens à voir que ne rien faire n'existe pas. Ça n'existe pas, ne rien faire. Si vous ne faites rien, les choses bougent malgré vous. C'est-à-dire, si vous ne bougez pas, c'est quelque chose va vous faire bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc, à un moment donné, ça peut être un choix, hein. Moi, je fais pas de. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vous qui m'appelez, c'est pas votre mari. Si vous voulez venir, c'est vous. Donc, ça peut être un choix, mais je pense que c'est juste cette idée de, on peut pas laisser les choses en suspens. Mesdames, messieurs, allez. Désolé. Non, c'est parce que j'ai vu hier les organisateurs mettre 3 heures à le coller, donc je suis un peu... C'est une réaction à la question anti-miracle. Allez-y. Oui, monsieur. Merci pour votre exposé. Quels sont les outils que vous utilisez pour expérimenter, vous avez insisté là-dessus, hein, les futurs possibles? Alors, la question miracle, par exemple. Hein, mais tout à l'heure, c'est ce que je disais, l'énoncé, c'est pas très compliqué. La question miracle se fait en 3 temps, par exemple. La question miracle, c'est d'abord, il y a une préparation mentale, parce que c'est pas une question, c'est pas comme quand vous dites à quelqu'un quelle heure est-il, hein, c'est pas une question comme ça. C'est vraiment, on amène les gens à utiliser une autre partie de leur cerveau. Okay, et un cerveau qui va utiliser tous les processus de projection. Et donc, je vais travailler à faire attention, par exemple, une fois que j'ai préparé la personne, poser l'énoncé de la question, en prenant le temps, par exemple, dans l'énoncé, de bien la laisser rentrer dans le scénario de « je suis chez moi, en train de dormir ». Il faut qu'elle ait le temps. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un « bon, alors, vous sortez d'ici, puis demain, puis vous allez chez vous, puis vous dormez, puis un miracle, puis vous réveillez demain, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne se passe rien, évidemment. Okay, la question miracle, ça doit se poser comme quand on raconte une histoire aux enfants. Je vous avais déjà raconté des histoires aux enfants. Quand vous dites « il était une fois », les enfants, ils arrêtent de bouger. Ils arrêtent de bouger. Ils se mettent dans un état mental particulier qu'on appelle un état de réceptivité en hypnose. Donc on doit préparer ça. L'énoncé doit être dit de cette façon-là, ce qui n'est pas très compliqué en soi. Il suffit de mettre des pauses et vous-même d'entrer dans le scénario. Ce qui est plus compliqué, c'est l'accompagnement après. Parce que, par exemple, les réponses habituelles dans ce type de questions, c'est si une personne vient, je vais simplifier, en disant « je viens parce que je suis anxieuse ». Trop anxieuse. Okay, vous posez la question miracle et elle va dire « demain matin chez vous, qu'est-ce qui est différent ? Je ne suis plus anxieuse. Okay ». Ça veut dire qu'elle n'y est pas. Okay, ça veut dire qu'elle n'y est pas. Ça veut dire que ce qui continue à fonctionner, c'est son frontal. Ce qui continue à fonctionner, c'est son raisonnement. Ce n'est pas du tout ça qu'on cherche. Donc tout le travail après, ça va être de l'accompagner pour que petit à petit, elle aille se projeter. Et ça commence par se voir, d'abord. Et pour ça, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va faire attention au mode de conjugaison des verbes. Par exemple, on va pas dire, on va pas laisser les gens dire, eh ben, je saurai mieux. On va leur dire, et imaginons que ce matin-là, vous êtes mieux. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, utiliser le présent pour accentuer la projection. Et on va passer petit à petit de se voir à sentir. On va passer à sentir aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau physique. Et puis on va faire intervenir d'autres personnes qui vont servir de miroir. Et si vos enfants sont là, qu'est-ce qu'ils voient ?
les personnes qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils voient? Au point qu'au début, on a un film dans lequel que la personne regarde, et puis petit à petit, elle joue dans le film. Et donc c'est ça le travail, si vous voulez. C'est pour ça que je disais, l'énoncé de la question n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'accompagner la personne pour qu'elle voyage là-dedans. Et ce qui est intéressant, là, si vous voulez, c'est quand il y a des surprises. Par exemple, je donne un exemple un peu fort là, mais je vois une dame qui vient de me parler de ses ennuis, je sais plus ce que c'était, peu importe. Elle me parle de ses ennuis et puis je pose la question miracle. Okay. Elle commence à me raconter son miracle du lendemain matin, petit à petit, et puis je lui dis « Et votre mari, que voit-il » Et là, elle s'arrête, elle sort du miracle, elle me dit « Mais il n'est pas là ». Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens avoir ces genres d'effets, si vous voulez. Tout d'un coup, ils découvrent quelque chose, quoi. Et là, je sais que ça marche, moi. Je sais que ça marche parce qu'ils découvrent des choses. Après, moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que je fabrique, quand l'expérience va très loin, je vais fabriquer des ancrages, par exemple. Des ancrages corporels, des ancrages gestuels. Je vais fabriquer des ancrages et que les gens réutilisent après pour garder en tête l'expérience du changement. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'un programme. C'est-à-dire que ce que les personnes racontent, elles ne vont pas le faire après. Ce n'est pas ça du tout qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est juste qu'elles expérimentent le fait que c'est possible de sortir de l'état dans lequel elles sont. Et que c'est ça après qui va les mettre en mouvement. Je ne sais pas si je réponds. Ok. Je peux faire des réponses longues aussi, Jean. Non, mais il faut tenir encore 10 minutes, donc... Il y a 2 questions, là, une là-bas. Déjà, merci pour votre rapport, qui était très intéressant. Et j'aime beaucoup votre point d'humour. Moi, j'aurais voulu savoir, si vous parliez de l'état mental des personnes, j'aurais voulu savoir s'il y a des typologies de personnes sur qui ça ne fonctionne pas. Je pense notamment peut-être à des gens qui sont déjà dans l'évitement de la réalité ou qui vivent déjà dans une réalité parallèle, comme des schizophrènes ou d'autres types de problématiques psychiques. Alors, bon, ce sont 2 choses différentes. Là, vous avez parlé de gens qui sont dans des états de dissociation, par exemple, parce qu'ils ont subi un traumatisme. Bon, mais c'est un travail qu'on fait. On travaille sur la dissociation, bien sûr, parce que la dissociation est une protection. Donc là, c'est très intéressant, par exemple, de le travailler avec des techniques de ce que j'ai appelé internal family system. Parce que dans les techniques internal family system, on considère que la dissociation est un gardien, est une protection, et qu'on va devoir travailler d'abord avec ce gardien pour qu'il nous laisse passer pour aller travailler avec des parties qui sont blessées. Donc c'est un travail très intéressant, et il est d'autant plus intéressant, et moi il me va assez bien, parce qu'il me permet de garder la posture de non-expertise. C'est-à-dire qu'en internal family system, je ne dis pas aux gens ce qu'il faut penser, les parties qu'ils doivent travailler, ce qu'ils doivent faire. Je les accompagne. Okay. Donc ça, c'est la dissociation. Après, avec des gens qui sont perturbés psychiatriquement, c'est-à-dire qui sont par exemple schizophrènes, moi j'ai travaillé en psychiatrie adulte, donc c'est un public que je connais quand même un peu. C'est beaucoup plus difficile, effectivement, de mener une question miracle. Okay, avec des gens qui sont délirants. On fait des petits bouts de projection, parce que les gens qui délirent, souvent ils délirent une moitié de phrase et pas l'autre. Et donc on attrape la moitié qui ne délire pas. Mais en psychiatrie, moi j'ai appris une leçon, parce qu'il y a longtemps que je pratique cette histoire de questions miracles. Et puis au début, je pense que je faisais des erreurs et que je la pratiquais pas très bien. Et donc je l'avais utilisée avec une jeune patiente en psychiatrie adulte qui délirait, qui avait des délires. Et donc j'ai tenté le coup, je me suis dit, Et donc je lui pose la question miracle, et la première réponse qu'elle me fait, c'est « Alors, je suis sur une plage, le sable est blond. Je suis dans un hamac avec le cocktail, vous savez, comme dans les affiches, la paille, et à côté de moi, il y a Brad Pitt. » Et moi, je suis... un cauchemar, quoi. Non, c'est... Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est pas un cauchemar. Et moi, je suis complètement attrapée parce que je suis suspendue avec Brad Pitt sur la plage. Et puis elle me regarde, elle me dit « Non, mais ça, c'est pas un miracle, c'est juste un rêve. » Elle a donné une leçon extraordinaire. Après, vraiment, c'était une formation.
C'était une formation. Voilà. Donc, avec les patients qui sont délirants, c'est difficile de l'utiliser aussi de façon aussi intense que ça. Et moi, j'ai travaillé avec des gens qui se racontent des histoires, etc., qui se font peur, qui délirent, qui se disent, par exemple, je sais pas, un patient qui voulait s'immoler par le feu, etc. Et on a travaillé après sur à quoi vous verrez que ça va un peu mieux. On n'a pas fait que ça, hein, bien sûr, mais je crois que c'est possible que ça aide. Et à ce moment-là, on prend des petites questions. À quoi vous verrez, par exemple, que c'est un peu moins difficile, que ça va un peu mieux. On commence par des petites projections comme ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question est difficile. Hein. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Si? Ok, merci. Il y avait une question là. Une question ici. Juste là. Ici devant, il y a une question. Juste au bout. Là, Jasmine. Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours de psychothérapeute que vous ayez choisi ce modèle? Comment ça se fait? Parce que c'est certainement pas un hasard. Sympa, il va falloir que je parle de moi là. C'est un Non, tu as exercice. seulement un quart d'heure. Ça va être long. Jusqu'à 17h, Jean. Jusqu'à 17h, c'est ça? Non, simplement, alors. J'ai commencé ma carrière en thérapie familiale stratégique. Okay. Stratégique, et je faisais de belles prescriptions paradoxales. On faisait des constructions hypothétiques fantastiques, comme ça. Et puis les gens revenaient la fois suivante, et puis on attendait les résultats de nos prescriptions extraordinaires, etc. Et puis ils avaient oublié ce qu'on avait raconté. Okay. Et il nous disait, mais qu'est-ce qui vous a aidé? Parce que vous nous aviez dit à la fin, là, qu'au fond, on se débrouillait pas si mal comme famille. Et donc, je me suis rendu compte que ce qu'ils gardaient, c'était plutôt tout ce qu'on avait travaillé avec eux de leurs ressources. Donc ça a commencé à me faire bouger, si vous voulez. La deuxième chose qui m'a fait bouger, c'est la formation en hypnose ericksonienne. La formation en hypnose ericksonienne m'a appris une posture différente par rapport aux patients. C'est-à-dire une posture où moi je peux travailler sans savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et du coup, ça implique une posture où je ne leur dis pas où aller, quoi faire, etc. Ça m'a beaucoup appris sur la posture et la manière d'accompagner. Et après j'ai fait des formations en approche centrée solution, parce que la posture m'intéressait et parce que justement cette idée de travailler sur le futur, ça m'intéressait aussi beaucoup. Voilà. Et puis après, travail sur les traumas, parce que s'il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les psychothérapies aujourd'hui, c'est le travail sur les traumas. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds, c'est un peu... Je ne veux pas raconter trop plus que ça. J'avais peur du vaisseau spatial, mais non. Merci. Je crois qu'en appréciant le dessin de Monolith, on peut terminer la journée comme cela. Vous remercier de votre attention et de votre participation. Merci à vous. Je vous invite à deux choses, à rester boire et à revenir demain. La journée de demain sera excellente. Passez une bonne soirée.